Donc, les heures que nous venons de vivre sont extrêmement riches en comparaison à d'autres activités du même genre, mais moins humanistes, moins universelles. Première constatation, consensus, je n'ai pas entendu beaucoup de gens dire le contraire, la culture a un impact économique et matériel énorme. Le président Sarkozy a parlé de vos 80 millions de touristes. C'est vrai que vos paysages sont beaux, mais sans votre patrimoine architectural et vos musées, il n'y aurait probablement pas autant de monde. Le Guggenheim a fait revivre Bilbao, qui était en détresse. Berlin renaît de la culture. Et une ville américaine qui a vécu profondément la crise et qui est très éprouvée s'appelle Las Vegas. Et elle a présenté il y a quelques semaines son plan de reconstruction économique basé sur Céline Dion et rien d'autre. Donc, la culture est profondément imbriquée dans la vie économique. Deuxième constatation, consensuelle aussi, l'État doit donc intervenir. L'État a un rôle de soutien à la naissance d'activités culturelles, au maintien d'activités culturelles et aussi un rôle régalien de réglementation, comme dans toutes les autres activités. De ce point de vue, j'ai vécu une aventure extraordinaire comme ministre de l'Économie dans mon pays il y a à peu près 25 ans. J'ai reçu la visite de quelques amuseurs de rue, des troubadours, dont un, le principal, le chef, était un cracheur de feu, et qui sont venus nous demander de les aider un peu dans leur activité en achetant une grande tente pour couvrir leur spectacle, un chapiteau, pour les mettre à l'abri des intempéries. Nous leur avons fait un chèque de 100 000 $. Et ces troubadours venaient de fonder le Cirque du Soleil, qui rapporte des milliards et des milliards de dollars par année pratiquement, a créé des milliers d'emplois directs et indirects. Alors on peut dire, si on veut employer le vocabulaire capitaliste, « the return on investment » de ce 100 000 $ est un des plus spectaculaires des dernières années. Donc l'État a un rôle et dans certains pays, c'est plus simple. Aux États-Unis, beaucoup de mécénat, beaucoup d'activités des entreprises privées, mais il y a plusieurs cinémas nationaux, on le sait bien, qui n'existeraient plus sans des interventions étatiques. Et aux États-Unis, pour en reparler un peu, la première industrie nationale de la première puissance du monde, c'est la culture, incluant le cinéma. Évidemment, les créateurs doivent être maîtres de leurs œuvres dans toute la mesure du possible. C'est ça, un créateur. Et les artistes doivent être rémunérés. Qu'est-ce que serait une société où les traders seraient mieux payés que les génies de la littérature ou du cinéma? D'ailleurs, regardons la sagesse populaire. On entend à chaque jour des critiques contre les bonis de toutes sortes, les bonus, les golden parachutes. On n'entend jamais la moindre critique par rapport à un auteur qui est devenu multimillionnaire parce que son œuvre est géniale. Il y a une sagesse populaire là-dedans. Il faut donc être extrêmement prudent, surtout en regard des nouvelles technologies. Et justement, au sujet des nouvelles technologies, ce qu'on a vu de connexion, Internet, télévision, il faut ne pas oublier que dans ces découvertes et ces technologies, il y a le meilleur et le pire. On dit que l'histoire de l'humanité est une longue marche vers la liberté. Oui, mais l'excès de la liberté s'appelle l'anarchie et la dérive. Alors, c'est formidable, Internet. Moi, chaque semaine, dans des amphithéâtres universitaires, j'ai des centaines d'étudiants et d'étudiantes qui écoutent mes cours, mais qui ont leur portable ouvert. Et moi, je ne vois que l'autre côté. Alors, il se peut
que quand je parle de la clause de la nation la plus favorisée, il y a à le voir dans Google les choses que je n'ai pas dites. Mais il y a d'autres hypothèses aussi qu'il y a à le voir d'autres choses dont je n'ai jamais parlé. Le meilleur et le pire. Donc, les États nationaux, et aujourd'hui, de plus en plus, on l'a bien vu, les États nationaux sont limités et doivent organiser une cohésion internationale pour que ces technologies extraordinaires soient positives dans toute la mesure du possible et ne nous conduisent pas au désastre. Ce n'est pas parce qu'une chose est innovatrice qu'elle est bonne. L'univers financier nous l'a prouvé. Des whiz kids, comme on dit, des petits génies de la finance, ont inventé, par exemple, les produits dérivés, ont titrisé les subprimes toxiques qui nous ont lancés dans la crise de 2008, dont on n'est pas encore sorti. C'était génial, les produits dérivés, mais vous voyez où le génie peut parfois nous conduire. Autre conclusion à tirer, assez unanime, la culture est liée au bonheur humain, plus que toute autre activité économique. Il y a les nécessités fondamentales, il faut se nourrir, se loger, se vêtir, enfin bref. Mais il faut être heureux aussi. Et il n'est pas sûr que les grandes années de développement économique, y compris les 30 glorieuses, ont fait monter tellement le niveau de bonheur. C'est la raison pour laquelle la notion de produit national brut, PNB, est de plus en plus considérée comme étant trop brute, précisément. Et Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, a démontré de façon brillante que pour juger du succès d'un pays, il ne fallait pas que compter le produit national brut au coût des facteurs, mais il fallait ajouter l'environnement, la joie de vivre, le bonheur, la gastronomie et tous les autres aspects de la vie qui rendent heureux. Ce qui m'amène à ma dernière conclusion. Avignon est essentiel et doit continuer. Très bien pour Davos, très bien pour Porto Alegre, mais je suis sûr que cet instrument ici et cette activité qui nous réunit est plus porteuse pour l'humanité que les deux autres réunis. Ça vous fait une grosse responsabilité, mon président. Je compte sur vous pour vous en acquitter, pour que l'humanité soit meilleure.